Chapitre 6. Le début des mésaventures de l'oncle Andrew. Lâche-moi! Lâche-moi! Hurlait Polly. Mais je ne te touche pas! Répondit Diggory. Soudain leurs têtes émergèrent hors de la mare, et ils se sentirent enveloppés par la luminosité apaisante du bois d'entre les mondes. Plus intense, plus chaleureuse et plus rassurante que jamais, après le monde de décrépitude et de ruines auquel ils venaient d'échapper. Je pense même que, s'ils avaient pu, ils auraient préféré oublier qui ils étaient et d'où ils venaient, pour s'allonger dans l'herbe et écouter les arbres pousser, à moitié endormis. Hélas, une surprise inattendue les maintint en éveil. À peine avaient-ils posé le pied sur l'herbe qu'ils découvrirent qu'ils n'étaient pas seuls. La reine, ou la sorcière, peu importe le nom que vous préférez lui donner, s'était transportée avec eux, en s'accrochant aux cheveux de Polly. C'est pourquoi Polly avait hurlé « Lâche-moi » ce qui prouvait autre chose à propos des bagues, que l'oncle Andrew ignorait lui-même. Pour sauter d'un monde à l'autre, il n'était pas nécessaire d'en porter ni d'en toucher une soi-même. Il suffisait de toucher quelqu'un qui en touchait une. Les bagues agissaient comme un aimant, et tout le monde sait que lorsqu'on attrape une aiguille avec un aimant, toute autre aiguille en contact avec la première sera également attirée. Néanmoins, au milieu du bois, la reine jadis avait un tout autre aspect. Elle était beaucoup plus pâle, si pâle qu'elle avait perdu toute trace de beauté. Elle était voûtée et avait du mal à respirer, comme si l'atmosphère l'étouffait. Les enfants n'avaient plus la moindre peur d'elle. Lâchez-moi! Lâchez-moi les cheveux! Hurla Polly. Qu'est-ce que vous me voulez? Oui, lâchez-les les cheveux immédiatement! S'écria Diggory. Tous deux se retournèrent pour se débattre et se dégagèrent en quelques secondes. La sorcière chancela, étouffée, essoufflée, une expression de profonde terreur dans le regard. « Vite, Diggory! » cria Polly. « Changeons de bague et sautons dans la mare du retour! »« Au secours! Au secours! Ayez pitié de moi! » gémissait la sorcière d'une voix affaiblie en se titubant derrière eux. « Emmenez-moi avec vous! Vous ne pouvez pas m'abandonner dans cet épouvantable endroit! Je suis en train de mourir! » « Raison d'État, » répondit Polly avec morgue, « comme lorsque vous avez tué votre peuple. Allez, dépêche-toi, Diggory. »« Attends, que faut-il faire ?» répondit Diggory, qui ne pouvait s'empêcher d'avoir pitié de la reine, alors qu'ils avaient déjà mis la bague verte. « Oh, je t'en prie, ne sois pas si bête. Je parie qu'elle fait semblant. Allez, viens. » Et les deux enfants bondirent dans la mare du retour. Heureusement qu'ils ont fait cette marque au sol, songea Polly. Ils étaient en train de sauter, quand Diggory sentit son oreille, pincée par deux gros doigts glacés, un pouce et un index. Il continuait à plonger, les formes indéfinies de notre monde commençaient à apparaître, mais il sentait les deux doigts se resserrer de plus en plus violemment. Il avait beau se débattre et donner des coups de pied, cela n'y faisait rien. Quelques instants plus tard, ils atterrissaient dans l'étude de l'oncle Andrew, qui se tenait face à eux en personne, les yeux écarquillés devant la merveilleuse créature que Diggory avait ramenée de l'au-delà. Il y avait en effet toutes les raisons d'être abasourdi. Remise de son moment de faiblesse et entourée par les objets ordinaires de notre monde, la sorcière formait un spectacle saisissant. À Charne, elle était déjà assez inquiétante. À Londres, elle était terrifiante. Diggory ne s'était jamais rendu compte à quel point elle était grande. À peine humaine, songeait-il en l'observant. Il avait raison, car certains rapportent que du sang de géant coule dans les veines de la famille royale de Charne. Et encore, sa taille n'était rien à côté de sa beauté et de son expression farouche et indomptable. Elle avait l'air 10 fois plus vivante que les gens que l'on croise tous les jours à Londres. Face à elle, l'oncle Andrew ressemblait à une pauvre petite crevette qui s'inclinait et se frottait les mains, l'air paralysé. En même temps, comme Polly l'expliqua plus tard,
il y avait une certaine ressemblance entre les deux. Quelque chose qui émanait de l'expression du visage. C'était l'expression qu'ont tous les magiciens maléfiques. Cette marque que jadis n'arrivait pas à distinguer sur le visage de Diggory. Heureusement, il y avait un avantage à les voir ensemble. À côté de la sorcière, l'oncle Andrew ne vous faisait pas plus peur qu'un ver de terre à côté d'un serpent à sonnette, ou une vache à côté d'un taureau fou. Pouah, pensait Diggory. Lui, magicien, tu parles. Elle, au moins, c'est une vraie. L'oncle Andrew ne cessait de se frotter les mains en s'inclinant. Il essayait de dire quelque chose de poli, mais il avait la bouche tellement sèche qu'il ne pouvait prononcer le moindre mot. Son expérience avec les bagues, comme il disait, était un succès qui dépassait tous ses espoirs. Car il avait beau traficoter avec la magie depuis de nombreuses années, il avait toujours laissé les autres prendre les risques, dans la mesure du possible, et lui-même n'avait jamais vécu d'expériences exceptionnelles. Enfin, Jadis se mit à parler. Non pas très fort, mais avec une inflexion dans la voix qui fit trembler toute la pièce. Où se trouve le magicien qui m'a fait venir dans ce monde? Chère madame, bégayait l'oncle Andrew, je suis extrêmement honoré, hautement reconnaissant, un plaisir que je ne m'attendais pas. Si seulement j'avais pu préparer... Où est le magicien, idiot? Madame, j'espère que vous voudrez bien m'excuser. Les libertés que ces enfants mal élevés ont sans doute osé prendre. Soyez-en certaine, je n'avais nullement l'intention de... Vous, s'exclama la reine avec un accent plus terrifiant encore. Elle traversa la pièce d'une seule enjambée, saisit une énorme poignée des cheveux gris de l'oncle Andrew et releva violemment sa tête afin de scruter son visage, les yeux dans les yeux. Elle l'examina, comme elle avait examiné Diggory dans le palais de Charme. L'oncle Andrew ne cessait de cligner des yeux et de se passer la langue sur les lèvres nerveusement. Enfin, elle le lâcha. Il chancela brutalement contre le mur. « Je vois, » conclut-elle avec mépris. « Vous êtes magicien, en quelque sorte. Relevez-vous, chien, et ne vous étalez pas comme si vous étiez face à des égaux. Comment se fait-il que vous connaissiez l'art de la magie? Vous n'avez pas une goutte de sang royal, je jurerais. » Bien, disons, peut-être pas au sens strict, madame, balbutia l'oncle Andrew. Exactement royal, mais les Kitterley sont une très vieille famille, une famille du Dorsetshire, madame. « La paix !» ordonna la sorcière. « J'ai compris. Vous faites partie de ces magiciens à la petite semaine qui travaillent à base de livres et de modes d'emploi. Aucune magie véritable ne coule dans vos veines ni dans votre cœur. Dans le monde d'où je viens, nous avons mis fin à votre espèce il y a 1 millier d'années. Exceptionnellement, ici, je vous autoriserai à être mon serviteur. Ce serait avec joie, un immense plaisir de vous servir. Enchanté, soyez-en certaine. La paix! Vous parlez beaucoup trop. Écoutez-moi, voici votre première tâche. Je vois que nous sommes dans une grande ville. Procurez-moi immédiatement un char, ou un tapis volant, ou un dragon bien entraîné, enfin n'importe quoi, dont usent les personnes de sang royal ou de rang noble dans votre pays. Puis emmenez-moi dans un endroit où je pourrai me procurer des vêtements, des bijoux et des esclaves dignes de mon rang. Dès demain, je pars à la conquête du monde. Je commande un fiacre sur le champ, haleta l'oncle Andrew. Arrêtez immédiatement! Interrompit la sorcière à l'instant où il ouvrait la porte. Ne songez pas à tenter la moindre trahison. J'ai le pouvoir de lire à travers l'esprit des hommes et de voir à travers les murs. Au moindre signe de désobéissance, je jetterai sur vous de tels sortilèges que vous ne pourrez plus vous asseoir sur un siège sans qu'il vous brûle comme du fer rouge, ni vous allonger sur un lit sans qu'il y ait des blocs de glace invisibles à vos pieds. À présent, sortez! Le vieil homme s'en alla, tel un vieux chien battu. Seul face à elle, les enfants craignaient que jadis n'ait quelque chose à redire à propos de ce qui s'était passé dans le bois. Heureusement, elle ne mentionna jamais cet épisode, ni sur le moment, ni plus tard. Je pense, comme dit Diggory, que c'est parce qu'elle avait une forme d'esprit profondément étrangère à la douceur de ce lieu. Elle aurait pu y retourner
aussi souvent et y rester aussi longtemps que possible, elle n'en aurait jamais rien retenu. En outre, elle ne faisait plus attention ni à Diggory ni à Polly, ce qui était aussi révélateur. À Charme, elle n'avait pas daigné accorder le moindre regard à Polly jusqu'à la fin, puisqu'elle avait besoin de Diggory. Et maintenant qu'elle pouvait disposer de l'oncle Andrew, elle ne faisait plus attention à Diggory. J'imagine que la majorité des sorcières se comportent ainsi. Elles ont l'esprit épouvantablement pragmatique. Elles ne s'intéressent aux personnes et aux objets que si elles peuvent s'en servir. Que s'ils peuvent leur servir. Il y eut alors quelques minutes de silence dans le bureau. Mais il était clair, d'après la façon dont jadis tapotait du pied par terre, qu'elle était de plus en plus impatiente. Soudain, elle dit, comme si elle s'adressait à elle-même, « Mais que fait ce vieil imbécile? J'aurais dû apporter mon fouet. » Sur ce, elle se précipita à la recherche de l'oncle Andrew et disparut, sans même accorder un regard aux enfants. « Ouf !» s'exclama Polly, soulagée. « Bon, maintenant il faut que je rentre à la maison. Il est horriblement tard. Oh, qu'est-ce que je vais prendre? D'accord, vas-y, mais reviens le plus vite possible. Je suis paniqué de savoir qu'elle est ici. Il faut que nous nous organisions pour prévenir le danger. » Ben, tout dépend de ton oncle. C'est lui qui a commencé à fricoter avec ses expériences de magie. Mais quand même, tu reviendras, non? Tu peux pas me laisser seul dans un pétrin pareil. Je rentre à la maison par le tunnel, répondit Polly sur un ton assez froid. C'est le moyen le plus rapide. Par ailleurs, si tu veux que je revienne, tu crois pas que tu as intérêt à me présenter des excuses? Des excuses? S'exclama Diggory. Alors ça, c'est bien un truc de fille. Tu peux me dire ce que j'ai fait? Oh, rien, bien entendu, répondit Polly sur un ton un peu sarcastique. Simplement, t'as failli m'arracher le poignet devant la salle des personnages en cire comme un parfait imbécile, et en plus, lâche. Ensuite, t'as frappé sur la cloche avec le marteau comme un parfait crétin. Et tu t'es débrouillé pour revenir dans le bois de façon à ce qu'elle puisse s'accrocher à nous. C'est tout. Oh, s'écria Diggory interloqué. Bon, d'accord, j'admets, je suis désolé. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé devant la salle des personnages. Ça te va? J'ai dit que j'étais désolé. Maintenant, sois gentil, promets-moi de revenir, sinon ça va être un cauchemar. On ne joue pas du tout ce que tu as à craindre. Qui risque de s'asseoir sur un fauteuil chauffé à blanc et d'avoir la glace sous son lit? C'est M. Ketterly, ce que je sache, non? Mais je parle pas de ça, reprit Diggory. Ce qui m'inquiète, c'est maman. Imagine si cette créature entre dans sa chambre. Elle risque de mourir de peur. Ah, je comprends, dit Polly, changeant soudain de ton. D'accord, on fait la paix. Je reviendrai dès que je pourrai. Mais il faut que j'y aille. Sur ces mots, elle fila dans le tunnel à travers les petites portes. Et ce sombre corridor, qui lui paraissait si excitant et si périlleux quelques heures auparavant, lui parut tout à coup banal et rassurant. À présent, il est temps de revenir à l'oncle Andrew, dont le pauvre petit cœur battait si fort, tandis qu'il descendait l'escalier en trottinant et s'essuyant fébrilement le front avec son mouchoir. Il arriva dans sa chambre, s'enferma à clé, et, tremblant, alla prendre dans sa penderie la bouteille et le verre qu'il y cachait. Il servit un bon verre de cette épouvantable boisson d'adulte et le but cul sec. Puis il prit une profonde respiration. « Oh, grand Dieu !» se dit-il, « je suis absolument bouleversé. Oh, quel choc! À mon âge! » Il se versa un second verre qu'il but également cul sec, puis il commença à se changer. Vous n'avez sûrement pas connu ce style de vêtements, mais je vais vous le décrire, car je m'en souviens bien. L'oncle Andrew mit d'abord l'un de ses cols, dits anglais, empesés, hauts et brillants, qui donne l'impression d'être fait pour soutenir le menton. Puis il revêtit un gilet blanc orné d'un large motif et mit en évidence la chaîne en or de sa montre de gousset sur le plastron. Il choisit sa redingote la plus chic, celle qui réservait pour les mariages et les enterrements. Il sortit son plus beau haut de forme, qu'il épousseta. Il y avait un vase de fleurs, posé là par la tante Letty, sur sa coiffeuse. Il en prit une, qu'il mit à sa boutonnière. Il sortit un mouchoir propre, un mouchoir ravissant, tel qu'on n'en trouve plus aujourd'hui, du petit tiroir de gauche, sur lequel il versa quelques gouttes d'eau de toilette. Il prit son lorgnon
noué à un épais ruban noir, et l'installa solidement sur son nez. Enfin, il alla se regarder dans le miroir. Les enfants font preuve d'un certain type de sottise, vous le savez bien. Les adultes, eux, font preuve d'un autre type de sottise, qui était exactement celui dont faisait preuve l'oncle Andrew à cet instant. Comme la sorcière n'était plus là, il oubliait qu'il avait été terrorisé par elle et se prenait à rêver à sa beauté. Il ne cessait de se faire la réflexion: « Une sacrée belle femme, mon beau monsieur, une sacrée belle femme. Je dirais même plus, une créature sublime. » Il avait même oublié que c'étaient les enfants qui avaient ramené cette créature sublime. Et il était persuadé que c'était grâce à lui, grâce à sa magie, qui l'avait fait venir du fond de mondes inconnus. « Andrew, mon grand, parlait-il tout seul en se contemplant dans la glace, tu sais que tu es sacrément bien conservé pour quelqu'un de ton âge. Tout à fait distingué, cher monsieur. » Comme vous le voyez, ce vieux sot commençait même à s'imaginer que la sorcière pouvait tomber amoureuse de lui. Les 2 verres qu'il venait de boire n'y étaient sans doute pas pour rien, ni ses beaux vêtements. Quoi qu'il en soit, il était plus vaniteux qu'un paon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était devenu magicien. Il ouvrit la porte, descendit, envoya la servante chercher un fiacre. Tout le monde avait des domestiques à l'époque. Il jeta un regard dans le salon. Et là, comme prévu, il tomba sur la tante Letty, agenouillée sur un vieux matelas posé par terre qu'elle raccommodait. « Oh, ma chère Laetitia, dit l'oncle Andrew, il faut que je sorte. Prête-moi juste environ 5 livres, hein, ma biche? » C'est ainsi qu'il appelait toujours sa sœur. « Non, mon cher Andrew, non, répondit la tante Letty d'un ton ferme et calme, sans quitter du regard son ouvrage. Je te l'ai déjà dit 1000 fois qu'il n'était pas question que je te prête de l'argent. Oh, je t'en prie, ne fais pas d'histoire, ma petite biche. C'est extrêmement important, sinon je suis dans la mouise. Andrew, reprit la tante Letty en le regardant droit dans les yeux. Je me demande... comment tu n'as pas honte de me réclamer de l'argent? Cette réponse cachait en fait une longue et ennuyeuse histoire d'adulte. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'oncle Andrew, à force de gérer les affaires de la chère tante Letty à sa place depuis 30 ans, à force de ne jamais travailler et d'accumuler d'interminables factures de cognac et de cigares qu'elle payait inlassablement, avait contribué à faire perdre une partie considérable de sa fortune à la tante Letty. « Oh, ma petite biche, reprit l'oncle Andrew, tu ne comprends pas, j'ai des courses exceptionnellement coûteuses à faire et imprévues aujourd'hui. Alors il faut que je prépare une petite réception. Je t'en prie, tu es trop sévère. » « Puis-je savoir qui tu as l'intention de recevoir, Andrew? Oh, il y a une dame très distinguée qui vient nous rendre visite. » Entendit-on une voix murmurer. « Distinguée! La bonne blague! » s'écria la tante Letty. « Ça fait au moins 1 heure que personne n'a sonné à la porte. » C'est alors que celle-ci s'ouvrit violemment. La tante Letty se retourna et eut la stupeur de découvrir une femme immense, d'une élégance hors du commun, les bras nus, le regard flamboyant, debout sur le seuil. C'était la sorcière.